Bonsoir, bienvenue sur Watch TV, c'est Broadcast Time, toute l'actu des nouveaux médias, des web TV, de la production audio, vidéo et j'en passe. Et j'ai le grand plaisir de retrouver mon camarade Fabrice Arad. Salut Fabrice. Salut Benjamin, bonsoir à tous. Bon, comment ça va? Fatigué, l'hiver est rude, faut le savoir. Même si tout le monde pense que l'hiver est doux, c'est pas vrai, je vous le dis, l'hiver est rude. Les plannings sont chaudement remplis et tous les virus passent par là, hein, on a droit à tout. Donc, l'hiver Sauf les virus informatiques, évidemment. Ah, ça, non, figure-toi que ça aussi, ça passe. On a tout, il faut savoir, l'hiver, il est là. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on a marqué une petite trêve à la faveur du CES de Las Vegas et de ce début janvier qui a été très très agité. On est très heureux d'être de retour avec Fabrice pour ce nouveau numéro de Broadcast Time en partenariat avec évidemment nos amis de MediaQuest, Sonovision, Stéphane Fodo évidemment, qu'on va retrouver très très vite dans Broadcast Time. C'est l'occasion pour nous de rattraper un petit peu notre retard avec pas mal d'actu. Alors on va tout de suite démarrer, Fabrice, cette actu variée parce que on a des sujets à la fois qui concernent le grand public et puis aussi le monde plus professionnel. Et on va rappeler que c'est quand même ça la ligne de Broadcast Time, c'est qu'on est, on est assez ouvert. Hein. Voilà, on fait les deux. Enfin, on dit coucou aux pros qui ont des grosses unités de travail et on dit coucou aussi aux petits débrouillards du web, de la vidéo et de la production parce qu'ils ont souvent des solutions qui nous intéressent et qui sont parfois repiquées par les gros. Alors on va commencer ce Broadcast Time par une info très grand public. On parle beaucoup de la Ultra HD et de la 4K. Et bien justement, vous qui rêvez enfin de profiter de vos écrans 4K UHD. On vous en parlait il y a quelques jours depuis Las Vegas au CES. Et oui, les premiers Blu-ray 4K Ultra HD arrivent. L'arrivée, elle est prévue pour le 29 mars prochain. Alors, vous voyez ici quelques-uns des titres qui ont été choisis pour être les premiers exemplaires de ces Blu-ray de nouvelle génération hein, qui vont enfin permettre Fabrice, de profiter de ces écrans haute résolution. Bah maintenant, la question qui se pose, c'est la question que je me suis posée en tout cas en arrivant, c'est est-ce que je vais payer le prix d'un Blu-ray 4K, j'attends de voir d'abord à quel prix il va sortir, pour avoir les belles images qu'on espère, parce que d'abord j'ai peur d'être déçu, faut être honnête, hein, parce que les écrans 4K j'en ai vu plusieurs, j'ai eu des déceptions sur ce qu'ils mettaient dessus. Bah oui, parce que des fois, si t'as des belles images, avec souvent des belles images d'attente, les paysages que tu peux voir et autres. Après, en production, c'est une autre paire de manches. La fluidité n'est pas toujours au rendez-vous. L'image n'est pas toujours aussi belle qu'on espère. Donc, moi, j'ai peur de la déception. Maintenant, est-ce que propriétaires de 4K, ceux qui ont un écran vont passer le cap du Blu-ray, parce que Blu-ray, il faut avoir le lecteur Blu-ray 4K, et ensuite du support. C'est une question qui se pose. Maintenant, c'est indispensable pour ce marché, parce que sans la diffusion sur un Blu-ray, sur une galette physique du produit, il n'y a plus d'avenir, puisque là, du coup, si on attend que ce soit Netflix ou Amazon qui nous diffuse de la 4K, on est mal barré. Ça, ou SFR avec sa nouvelle box. Hein. Ça, voilà, SFR qui nous annonce une box 4K, à voir, c'est toujours pareil. J'attends de voir, j'irai chez les copains pour voir. Parce que la 4K sur les foot et autres. T'as des copains qui sont déjà abonnés? Oui, ils sont déjà abonnés, j'attends de voir maintenant. Faudra tester. Coucou, hein, tu sais que j'arrive. Sur le sport, on est un peu habitué à ce qu'on nous parle d'événements, de production, de belles images et autres. Sur les films, on n'est pas encore habitué parce que pour l'instant, on les a pas vus. Alors, il n'y a plus qu'à tester. Hein, ceux qui pourront nous dire sur Twitter, sur tout ce que les flux que nous avons, ce que ça donne, nous envoyer pourquoi pas des témoignages parce que ça va être intéressant de voir l'évolution de ce marché-là. C'est vrai que ce serait intéressant d'ailleurs que vous nous fassiez remonter votre sentiment sur ces premiers contenus 4K ultra haute définition qui sont disponibles en streaming à condition évidemment d'avoir la fibre qui va bien, le bon débit et le bon abonnement aussi, que ce soit chez Netflix ou chez... alors j'ai toujours du mal avec le nom de ce service de SFR, c'est Vive. Alors Zive, c'est ça. Zive. Voilà, Zive. Ça va assez vite que tu n'as pas le temps de voir. Ziva, la 4K. Deuxième sujet de ce Broadcast Time, Fabrice, ça concerne des camarades à nous qu'on aime bien et qu'on suit, c'est la TV 3D. Tu te souviens de cette émission qu'on a fait juste avant Noël, d'anthologie qu'on a fait effectivement juste avant Noël avec une grande soirée en 3D et notamment ce Broadcast Time. Le site de la TV 3D, alors il avance tout doucement, mais surtout vous commencez à avoir des news sur l'avancement du projet de la chaîne. Et puis si on vous en parle aujourd'hui, c'est que nos amis de la TV 3D, ils essayent de se distinguer avec des
des projets un petit peu originaux et différents. Et ils viennent de filmer un match de volley. Alors, c'est assez spécifique. Hein. C'est du volley féminin. C'est la Ligue A pour les connaisseurs. C'était Saint-Cloud face à Venelle. Et ce sera diffusé normalement la semaine prochaine. Alors, ne sachant pas si le semaine prochaine voulait dire cette semaine ou la semaine prochaine réellement. Mais en tout cas, si vous allez faire un tour sur le site latv3d.fr, ben vous aurez sans doute toutes les infos. On a vu à l'instant, d'ailleurs c'est la tv3d.net, j'ai dit une bêtise, la tv3d.net pour avoir des news de cette chaîne qui espère devenir la première chaîne de télé à diffuser exclusivement des contenus en 3D relief, comme disent les professionnels. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Fabrice, dans ta vie de réalisateur radio, d'homme de la technique, de couvrir le festival de Montreux. J'y suis allé en tant que spectateur seulement, moi. Ah, eh ben alors tu as sans doute assisté à quelques grands moments. Ah ben il y a du, c'est toujours pareil, il y a du bon monde et comme on dit, il y a pour ceux qui sont fascinés par le jazz, et c'est souvent des belles affiches et souvent des très beaux spectacles à voir. Alors le festival de Montreux, la nouveauté, c'est qu'il commence à mettre en ligne ses archives. Alors, pour ne rien vous cacher, quand j'ai vu la news passer, j'étais très très content parce que je connais des concerts auxquels j'ai pas assisté, mais dont j'avais récupéré quelques enregistrements, on va dire non autorisés. Ça se faisait à une époque beaucoup, dans les conventions du disque notamment. Et le festival de Montreux, pour moi, c'était des concerts notamment de Sting, de David Bowie. Alors, on trouve pas Sting, mais on trouve notamment un morceau de Bowie, et c'est d'autant plus d'actualité depuis sa disparition. C'est Heroes, c'était en 2002. Alors, on vous en montre quelques images, mais le morceau, cet extrait, il est disponible gratuitement, il faut le préciser, sur le site du Montreux Jazz Live Festival. Voilà, si vous faites des recherches, vous tomberez sans doute sur des pépites, et c'est plutôt sympa que ces contenus soient gratuits. Oui, ça change. Hein, ça change. Exactement. Voilà, pour Montreux. On va continuer, Fabrice, avec des nouvelles de NewTek. NewTek, le fabricant du TriCaster. TriCaster, on peut rappeler ce que c'est ? C'est un mélangeur, une régie tout en un qui permet à la fois de faire le mélange des sources vidéo, l'acquisition, l'enregistrement, la diffusion sur Internet, également le titrage. C'est vraiment une machine qui permet de faire tous les postes nécessaires à l'intégration vidéo. Voilà, il y a des grands modèles qui s'intègrent dans une régie. Il y a les petits modèles comme le TriCaster Mini, auquel on avait d'ailleurs consacré une émission spéciale il y a quelques mois. Et justement, le TriCaster Mini fait partie des 2 premiers modèles de TriCaster qui va pouvoir évoluer dans les semaines qui viennent vers une technologie qui nous a beaucoup intéressés, notamment au dernier IBC Amsterdam au mois de septembre, Fabrice. Là, on additionne on va dire qu'on ajoute des fonctionnalités qu'on n'a pas nativement sur la machine de base, qui va permettre d'intégrer des graphiques, de l'affichage dynamique et autres. On part d'un TriCaster Mini, une toute petite boîte portable, on va dire. Et là, alors vous avez vu que la machine supplémentaire, c'est quand même un élément rackable, donc on oublie la mobilité de départ, mais qui va nous permettre d'intégration d'un vrai studio avec les fameux gestions de fond vert, l'affichage dynamique. Ça, c'est les fonctions de base qu'on connaît du TriCaster. Mais la nouveauté, c'est cette IP que tu suis avec beaucoup d'attention. C'est que là, on va oublier le câblage classique entre machines et on va passer sur le réseau. Alors, grand débat aujourd'hui du réseau, puisque nous avons eu, avec des camarades sur certains déplacements, c'est un véritable défi technologique et aussi un défi sur les mentalités. Ce qui dit réseau dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ouvre le réseau où vous travaillez à l'extérieur, c'est-à-dire au monde extérieur? Qui dit monde extérieur dit attaque et autres, et l'IP est aujourd'hui confronté à une réalité du terrain. C'est-à-dire comment on va gérer la liaison entre toutes les machines qui vont devoir communiquer entre elles pour pouvoir diffuser une image qui est sur une machine d'un côté et intégrer et faire que tout se passe bien, et le pilotage et tout ce qui va être lié à l'extérieur. Et ça va pas être si simple. Et les professionnels, dont TriCaster, les NewTek et autres, vont devoir se creuser la tête pour pouvoir trouver les bonnes parades, parce que aujourd'hui, surtout avec tout ce qui est attentat, tout ce qui est attaque de l'extérieur, pose un vrai souci sur la façon dont on va gérer ça. Et ça, je pense, il y a un vrai problème de sécurité. Ça va pas être un frein, ça va être une vraie complication technologique. Et aujourd'hui, on voit bien que les plus grands qui travaillent sur le secteur, c'est pas aussi simple d'expliquer comment il va falloir gérer ça.
ça. Maintenant, ils y arrivent, ça fonctionne, mais ça va pas être si simple. Et puis, on passe un peu la main aux hommes du réseau qui deviennent les maîtres du monde. Alors, c'était déjà le cas en radio il y a quelques années. C'était déjà l'informatique qui avait pris le pas. On diffuse plus la plupart du temps des CD, mais des enregistrements numérisés. Donc, c'est déjà l'informatique qui a pris la main. Et là, c'est pareil pour la vidéo. Ce qui n'est pas simple pour tout le monde. Certains n'acceptent pas forcément de perdre cette... d'abord, cette génération-là n'est pas habituée à travailler sur l'informatique parce que on n'a plus de... si ça marche pas, c'est pas forcément un problème de câble. C'est ça le problème. C'est que là, avant, c'était un câble, il marche pas, il est cassé, on l'enlève, on change, ça marche. Là, maintenant, on rentre dans d'autres problématiques qui ne sont pas toujours aussi simples. Même si vous êtes sûr d'avoir le débit, la connectique et tout ça, des fois, ça ne marche pas. On rentre dans une nouvelle façon de travailler. Voilà, et donc en ce qui concerne les TriCaster, alors ça concerne d'abord deux premiers modèles de TriCaster, le 8000 qui est le plus gros, et puis le TriCaster Mini qui est le plus petit, justement, celui qu'on peut prendre avec soi dans un avion. On va pouvoir rajouter, on va dire, une sorte d'option qui s'appelle le NDI, c'est le Network Device Interface. L'interface réseau, pour simplifier, c'est elle qui va rajouter donc ces entrées IP. Donc on va commencer à faire entrer du réseau que le TriCaster d'ailleurs savait déjà gérer en partie pour certaines sources. L'un des avantages, c'est que ça va aussi permettre de rajouter 4 entrées supplémentaires sur les TriCaster. Voilà, on aura plus d'infos dans une dizaine de jours puisque NewTek sera présent à BVE qui est un salon qui aura lieu à Londres du 23 au 25 février et donc c'est en préambule qu'on vous donne ces infos d'évolution sur les TriCaster. On va rester dans un peu le même domaine. On parle de NewTek. Alors, on pense à Skype TX, Fabrice. On s'est quand même bien amusé. On a bien galéré aussi avec. C'est pas simple de faire des communications déjà entre deux personnes à distance, mais alors avec les continents tels que les États-Unis et la France, l'Europe, la liaison informatique n'est pas aussi simple à gérer parce qu'on ne sait pas par où ça passe vraiment. Donc, du coup, il y a d'autres marques. Ils sont 3 à avoir ce principe du Skype professionnel Skype TX. Il y a Riddle et il y a également QuickLink qui a un produit et tu as donc nouveauté. Alors c'est une nouveauté sans lettres. Alors moi ça m'a sauté aux yeux parce que je ne le savais pas et je pensais que ça valait le coup de le préciser, mais vous le voyez au centre de l'écran, c'est un des tweets de QuickLink qui parle de ce QuickLink TX donc qui est le rack compatible Skype TX et il le présente comme 4K ready. J'ai eu l'impression que c'était une nouveauté mais en fait pas vraiment. Ah bah non, parce qu'en fait la différence c'est les 3 intégrateurs Riddle, QuickLink et NewTek, c'était qu'ils apportaient une solution technique hardware sur le soft de Microsoft. Chacun a une technologie différente. NewTek intègre beaucoup d'IP, donc ils ont joué sur l'IP pour intégrer un Skype TX directement dans une régie sans passer par du câblage. QuickLink, eux, ils avaient d'autres technologies déjà dans les cartons et dans l'intégration, il faut savoir que ce sont des cartes généralement qu'on additionne dans un rack, c'est un ordinateur, ni plus ni moins. Il faut un assemblage. Et là, sans rien forcément dévoiler, la plupart du temps, c'est du Blackmagic. Et entre les premiers modèles qui étaient en Blackmagic classique et les nouveaux modèles, est-ce qu'ils ont changé la carte ou c'était déjà la 4K? Moi, je soupçonne que c'était déjà la première, était déjà plus ou moins prête, mais maintenant, on a les nouvelles cartes de chez Blackmagic qui sont intégrées. Donc, elles sont déjà 4K. Disponible. Maintenant, on en reste toujours au problème. Oui, vous pourrez afficher de la 4K, mais il va falloir avoir du débit entre l'appareil sur lequel vous êtes et celui qui envoie pour qu'il y ait de la 4K à la source. Par contre, maintenant que vous aurez l'appareil en studio, vous pourrez diffuser effectivement une source 4K. Donc, c'est bien entre 2 studios parce que un iPhone qui va filmer en 4K sur du Skype, je ne suis pas sûr aujourd'hui que ce qu'on reçoive, ça soit la 4K. Maintenant, peut-être que l'apport de cette carte 4K va faire que, avec votre iPhone 6 Plus, qui tourne en 4K, pourra faire une diffusion en 4K. À suivre. Voilà, à suivre, vous le voyez, Skype est très mis en avant par QuickLink dans ce produit qui donc est sous licence Microsoft. Oui, alors à savoir que Microsoft qui a racheté Skype. Voilà, et Microsoft qui est en train de faire l'araignée. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré aussi la version chez les professionnels, ce qu'on appelle l'institutionnel, les grandes entreprises, et ils mettent du Skype un peu à toutes les sauces. Ils vont changer les noms, mais ça sera du Skype un peu partout, et ce qui fait que ça va devenir un moyen de communication longue distance, quasiment en temps réel, parce qu'il y a très peu de latence entre les deux personnes.
Et c'est pareil, ils vont avoir des produits, un peu des boîtes un peu partout qui vont permettre de communiquer comme ça. Voilà, donc on continue de suivre le sujet de Skype TX, qui nous intéresse beaucoup, puisque le Skype TX, c'est la version de Skype pour les broadcasters, les chaînes, voilà, qui permet de faire des duplex en s'appuyant sur la technologie de Skype, qui au départ est une technologie, comme vous le savez, dédiée au grand public. On va continuer à dérouler l'actu, Fabrice. Alors, c'est juste un petit teaser qu'on vous propose. C'est un sujet dont on reparlera évidemment dans la prochaine émission, puisque l'annonce dont je veux vous parler maintenant, elle doit intervenir dans quelques heures. Vous le voyez, c'est prévu pour le 10 février, donc ce mercredi, 20h, heure de la côte ouest des États-Unis, donc vers 5h du matin, demain matin, si vous êtes sur la première diffusion de ce broadcast time. C'est la nouvelle VariCam de Panasonic. Alors, on la devine sans la voir sur cette photo. C'est une génération de caméras aussi à laquelle on a assisté à sa renaissance aussi à l'occasion de l'IBC. Je crois que c'était il y a 1 an et demi d'ailleurs, c'était pas l'année dernière, absolument. C'était il y a 2 ans. Et voilà, et ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont aimé il y a une dizaine d'années et qui la redécouvrent aujourd'hui doivent être très impatients de découvrir ce nouveau modèle de VariCam. Une gamme très séduisante chez Pana. Il y a une nouvelle mode, on est au cubisme. C'est vrai. Si vous regardez un peu la Sion, Ursa de chez Blackmagic, on est dans le cube, c'est vraiment très carré, quoi. Les accessoires après, on va voir. C'est vrai qu'on la devine assez ramassée. Est-ce qu'on est dans la nouvelle mode, la nouvelle norme, très carrée à suivre? Parce qu'après, l'avantage, c'est que c'est plus facile pour intégrer toutes les machines aujourd'hui, mais... Nouvelle mode. Voilà, plus d'infos dans le prochain numéro de Broadcast Time, puisqu'on vous donnera toutes les infos sur cette nouvelle VariCam de Panasonic. Alors les drones, c'est un sujet constant, régulier, dont on entend parler tous les jours. Vous savez que ça pose aussi des problèmes de sécurité. Ils peuvent tomber. Alors on l'a vu, même ils tombent. Ils tombent, oui. Et surtout, ils vont là où il ne faut pas. C'est ça. On l'a vu. Alors, regardez à nouveau l'émission de la fin d'année 2015 où on avait effectivement commenté cette image d'une descente ou d'un super jet à ski et un drone qui est tombé à quelques centimètres d'un skieur en pleine descente. Là, on va parler des efforts que font les services de police pour essayer de contrôler, d'interdire l'utilisation des drones dans certaines régions, certaines zones. Alors, les Anglais envisagent d'utiliser des aigles pour attraper les drones. Voilà, c'est sur le site de Mashable, c'est une hypothèse très, 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 très sérieuse et... On se dit effectivement, pourquoi pas. Nos amis hollandais ont déjà un coup d'avance sur le sujet, puisque eux, ils s'en servent déjà des aigles pour attraper les drones. Alors, c'est pas du tout du virtuel. Regardez ces images de cet entraînement. Alors, on est dans un site couvert, on n'est pas en conditions réelles. C'est que de l'entraînement, mais regardez, c'est très spectaculaire. De quelle manière l'aigle va choper, il n'y a pas d'autre mot, ce drone de chez DJI, je pense que c'est un fantôme probablement. Voilà, j'avais peur qu'il se fasse mal avec les hélices, mais vous avez remarqué qu'il le prend par au-dessus. Oui. Enfin, il le prend à l'endroit où les hélices ne risquent pas de l'attraper. Voilà, c'est assez impressionnant. Et donc, les aigles, alors il faut avoir un aigle à portée de main aussi. C'est ça. Je vais donner à manger à mon aigle en rentrant à la maison. Parce qu'il va falloir qu'ils soient en forme pour les choper, les drones, mais non, ça va le faire. Voilà, en tout cas, assez spectaculaire. Et c'est peut-être une des parades, effectivement, pour contrôler l'espace aérien, notamment peut-être autour des centrales nucléaires. C'est pas impossible qu'on voit des aigles. Un nouveau métier, les fauconniers policiers. Voilà, exactement, un nouveau métier. Fabrice, on va passer maintenant à un sujet que tu es allé tourner. Oui. Et chez des... Alors, on peut raconter l'histoire en 2 mots. Ça commence au Satis. Au Satis, nous sommes en train de faire un léger brief, comme on dit, sur ce qu'on doit regarder ou pas au Satis. Et 2 personnes nous accostent. Et ce sont des spectateurs,
bonjour, messieurs les spectateurs. Et on nous dit, bah voilà, nous, on vient de créer on vient de faire un camion. En tout cas, on voulait le faire et on va le faire. Et j'ai dit, bah écoutez, si le jour il est prêt, appelez-moi, parce qu'après tout, je viens vous voir. Ils l'ont fait, ils m'ont appelé, et puis je suis allé leur dire bonjour, et nous avons fait une petite conversation. Et donc, je vous présente Camille et Andrieux, qui vont nous faire la visite guidée de leur petit joujou. Alors, l'idée de l'aventure de Flow Motion, c'est nous deux, Camille et Adrien. Ça fait un peu plus chacun d'une dizaine d'années qu'on traîne nos bottes dans la musique live, le théâtre, un certain nombre de scènes. Et l'idée était d'avoir essentiellement un moyen mobile pour tourner du concert, c'est essayer de se bouger, d'aller un peu partout sur des lives et croiser plein d'artistes, croiser plein de gens. Et voilà, on a fini sur un moyen mobile, sur une régie à roulettes pour se balader à peu près partout où on nous demande d'aller. Et puis découvrir des artistes, se faire plaisir sur du live essentiellement. Je crois que le plus difficile, en fait, c'est de réussir à déjà dans la tête tout s'imaginer. Et puis, plus on avance, plus on se rend compte, tiens, il y a tel problème à régler. Et puis, il y a ça, tiens, on n'avait pas pensé à ça. Il y a tellement de paramètres, mélanger tout ce qui est économique, tout ce qui est technique, les demandes des clients. C'est quand même ça le but du jeu, c'est de réussir à répondre à la demande. Le choix technique, c'est assez rapidement porté sur des moyens Blackmagic. On arrive directement sur un Multiview 16 Blackmagic et qui enchaîne en dessous sur un ATM TVS et un ATM 1ME production 4K. En se décalant un tout petit peu, on arrive sur notre post-record. Là, c'est de l'HyperDeck Studio et de l'HyperDeck Shuttle. Pour les caméras, on a choisi un petit kit de base qui n'est pas forcément du broadcast. Sur les caméras, on est sur des AGAC 160, un peu suréquipés studio. Voilà, ici c'est la régie son. En fonction du cahier des charges et du nombre d'entrées, en fonction de ce qu'il y a à faire, on peut changer. Donc on a différentes gammes de consoles. On part de la SD9. Après on a la SD8, donc c'est celle-ci en l'occurrence. On peut proposer aussi la SD10 qui est plus moderne, qui a l'option broadcast. Celle-là ne l'a pas. Voilà, donc on a différentes possibilités. Là par exemple, la configuration actuelle, on a une MGB master, une MGB spare. Et après, on a un système 5 points en 8330. Le stage rack, dans une logique d'utilisation en scène ou sur un studio, c'est un petit peu notre moyen déporté de branchement à distance du camion. Donc c'est là-dessus qu'on récupère toute notre distrib intercom, qu'on récupère les entrées, sorties caméra, qu'on renvoie au camion. Et on récupère aussi par là toute l'électricité du camion. C'est-à-dire que c'est le camion qui nous envoie du jus directement dans l'onduleur qui est là. Voilà, c'est sympa, je trouve, c'est courageux de se lancer dans ce type d'aventure à une époque où c'est difficile de valoriser la technique, Fabrice. Alors c'est d'abord difficile. Alors d'abord ils ont eu les problématiques, c'est d'abord qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ensuite c'était comment il fallait le faire. Et après quand ils ont commencé, ils ont eu toutes les déconvenues, comme on dit, retard de livraison, est-ce que les paiements d'avance sont bien faits et autres. Et après il faut se lancer. Ils sont lancés et comme à chaque fois, tu as les surprises du chef. C'est pas le tout de mettre dans un camion et ça pèse lourd. Et donc, forcément, quand tu ajoutes 4 kilos par-ci, 200 grammes par-là, et le câblage, ça pèse excessivement lourd. Et là, ce sont des surprises. Ça coûte cher, d'abord, ça coûte cher. Et alors, ils ont eu des surprises. Alors, ils sont allés au bout de l'aventure. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui fonctionne. À ce moment-là, au moment du tournage, il y avait des petits réglages encore à faire parce qu'il y a des surprises, toujours pareil. Ils ont intégré, ils se sont rendus compte que ça chauffe, donc il faut ventiler. Donc, il a fallu penser le rack autrement. Et c'est pas simple. Alors, après, on a eu le temps de discuter sur les produits. Blackmagic, attention, on a eu des mauvaises surprises depuis l'année dernière. Il faut savoir que eux et nous. Voilà, ouais. Il faut savoir que Blackmagic, c'est très bien. C'est un produit d'accès aisé point de vue financement. Mais attention, la garantie n'est que d'1 an. Et je dis attention parce que c'est réellement quelque chose qui arrive, parce que ça tombe en panne au bout d'1 an, le produit, il faut le changer. Il n'y a pas de solution magique. On vous dit, les gars, vous repayez et vous rachetez un produit. Alors quand c'est qu'un seul produit, c'est pas grave, mais quand c'est plusieurs produits en cascade, ça peut être géant. Donc méfiance pour ça. Ne vous dites pas que je peux prendre Blackmagic pour tout faire. Il faut le faire en connaissance de cause, en sachant que le risque, il est que
Pour beaucoup de professionnels, c'est considéré comme du jetable. C'est incontournable. On est obligé, beaucoup vont être obligés de tourner en Blackmagic parce qu'il propose des fonctions qu'on n'a pas à cette gamme de prix pour d'autres tournages, de la 4K, de l'acquisition avec plus de 5 entrées. Beaucoup de mélangeurs sont à 4, 6 entrées. Passer jusqu'à 10, voire au-delà, tout le monde ne le propose pas. Donc, c'est pas forcément simple. Maintenant, c'est un choix qu'il faut le faire en connaissance de cause et il faut s'armer des bidouilles autour et de la sauvegarde. C'est-à-dire que maintenant, moi, je dis à tout le monde, ayez un secours avec vous. Donc, ils ont un deuxième mélangeur, ils ont d'autres choses, mais c'est vrai que c'est pas simple. Et c'est courageux à eux. Donc, on les trouve, c'est FlowMotion. On les trouve maintenant, ils sont à Tremblay en France. Ils savent faire de la captation, ils savent emmener du monde, faire du multicam, faire du live. On voit, ils sont assez, ils s'adaptent aussi. Hein. Alors ils s'adaptent. D'abord, ils ont un gros groupe derrière de loueurs, donc ils peuvent changer. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter à la taille, on va dire, du projet pour faire de la captation de petits concerts ou de gros concerts. Donc c'est intéressant parce qu'il y en a plus beaucoup, on va dire, à part les très gros, les AMP, les visuals et autres, qui semblent inaccessibles pour beaucoup. N'hésitez pas à aller les voir parce que ce sont des petits jeunes qui sont des fascinés, fascinants. Parce que c'est des indépendants, faut les aider, exactement. Voilà, hein, si vous avez besoin de ce type de et des vrais icônes, quoi. Ça parle musique, quoi. Voilà. Contactez-les de notre part et ça nous fera plaisir de leur filer ce coup de main. Si on peut faire ça, c'est toujours ça. Absolument. On continue, Fabrice, avec de nouvelles images. Oui, alors parce que et de quoi va-t-il nous parler ? Alors on va juste faire une petite introduction au nouveau mot que vous allez commencer à entendre un peu partout. C'est le mojo. Alors attention, c'est pas le attention, méfiance. C'est pas le mojo de petit homme. C'est le mojo, c'est pour mobile journalism. C'est plutôt anglo-saxon au point de départ, mais ça se développe en France parce que même les grands, les France Télévisions, font des formations au mojo. C'est-à-dire qu'il faut venir les journalistes de province pour leur apprendre à tourner avec un téléphone. Et maintenant, il faut savoir, pour tourner avec un téléphone, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire qu'il faut savoir filmer. Donc l'idéal, c'est quand même de filmer en mode paysage. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en mode vertical, ça marche pas toujours et vous avez les fameuses bandes noires à droite et à gauche. On est en 16:9, mais pas dans le bon sens. Quoi, il faut, si possible, tourner en mode avion. Ça évite d'avoir le coup de téléphone de maman parce qu'il fallait faire les courses pendant que vous tournez. Il faut tourner avec un micro externe. C'est quand même mieux parce que c'est pas toujours génial. Et il faut avoir un peu d'éclairage. On en reparlera d'ailleurs bientôt. Bien sûr, il faut avoir un peu d'éclairage parce que c'est quand même plus pratique. Et il faut être stable. Et ça, c'est l'un des problèmes. Savoir être stable avec un téléphone, quand vous le tenez à bout de bras, c'est pas génial. Donc, il y a plusieurs systèmes. Et là, on a sur Internet, vous allez trouver des tas de rigs. Donc, le mot magique, c'est rig, R-I-G. Et des rigs, vous avez plusieurs fabricants. Et vous allez trouver ce qu'on appelle la mode chinoise. C'est-à-dire que de tout, à tous les prix, ça commence à 20 €. Moi, je vous déconseille parce qu'une fois que vous avez fait le premier tournage, ça tient pas bien. Donc, il faut, si vous vous lancez là-dedans, passer à un mode un peu sérieux. Et là, vous avez des appareils. Donc ici on envoie un rig, c'est quoi ? C'est une sorte de c'est un assemblage. Au point de départ, un rig, c'est vraiment un système d'assemblage pour pouvoir tenir l'appareil. En fait, c'est une pince avec généralement de quoi visser pour le mettre sur un support pour pouvoir le tenir. Donc généralement, vous avez une manette, un support pour pouvoir pincer le téléphone ou le smartphone. Un filetage pour le mettre sur un pied. Et généralement des filetages supplémentaires pour pouvoir, là par exemple, celui-ci qu'on présente, qui est à peu près aux alentours des 300 €. Il va falloir quand même... donc c'est chez Beatsgrip, c'est pas forcément simple, mais ce modèle-là mérite de pouvoir aller mettre des objectifs photo dessus, donc on change de gamme. Vous allez me dire pourquoi faire ça si on prend une caméra ? C'est vrai, mais maintenant il y a beaucoup qui tournent avec, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui tournent là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir arriver de plus en plus. C'est né avec les réflexes type 5D, ça. Le 5D est arrivé, sauf que maintenant, on est encore plus léger que le 5D, et les capteurs de ces appareils photo, chez Samsung, chez Apple, font de telles choses que il suffit d'améliorer l'optique. C'est l'optique qui va faire la différence. L'optique et le son. Donc maintenant, une fois que vous avez votre rig, vous savez que vous pouvez tenir votre appareil, vous allez basculer sur la nouvelle gamme et il va falloir changer les micros. Et là, il y a des découvertes sur les micros. Et là, il va peut-être falloir qu'on prenne le temps de les présenter parce qu'il y a des découvertes qu'on connaissait et il y en a d'autres qui sont des vraies surprises. Voilà, on y reviendra à ces solutions pour transformer votre smartphone en véritable régie portable, parce qu'on peut tout faire. Absolument. On va enchaîner, Fabrice, avec cette boîte. Alors oui, parce que on avait parlé de l'Osmo. L'Osmo, vous savez, c'est la caméra portable qui est directement intégrée sur une manette. Donc c'est la caméra de chez DJI qui permet d'avoir la même que les drones. Stabilisée sur les 3 axes. Vous avez après votre support pour votre téléphone. Il y en a certains qui ont fait que le système de manette qui vous permet de mettre votre téléphone ou les GoPro. Parce que le problème des GoPro,
Ou autre caméra d'action, c'était le fameux, la petite caméra c'est bien beau, mais ça marche pas super pour le... Et là, ils ont fait le produit NEG Plus Ultra, le stabilisateur à 3 axes électronique, qui vous permet de mettre un smartphone, quel qu'il soit, ou une GoPro. Je peux vous le dire que les fournisseurs que j'ai contactés me disent que ça, ils en vendent beaucoup. Ils sont comme des fous. Ils sont comme des fous là-dessus. Ça vaut, alors pour les moins chers, entre 280 €. C'est rare d'avoir en dessous pour quelque chose de sérieux. Il y a Mathieu du Studio Mobile m'en a présenté un qui est lourd du coup, mais qui était un peu moins cher. Mais là, c'est un modèle qui va, à mon avis, on va l'entendre parler, le Landpart, qui vaut son pesant de cacahuètes, et entre 300, on va dire que c'est aux alentours de 300 € hors taxe, vous avez un super stabilisateur. Bon, on va essayer de le récupérer, de le tester très bientôt dans Broadcast Time. Je te propose qu'on garde notre dernier produit pour peut-être la prochaine émission. C'est un micro et on peut le garder pour la prochaine ? Mais bien sûr. Allez, on fait comme ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir retrouvés pour ce nouveau numéro 10 de Broadcast Time. Merci Fabrice. Merci à toi et bien, bonne soirée. Passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous.